Voilà, on arrive enfin à la dernière vidéo de cette séquence sur la méthodologie et la résolution de l'exemple complet que je vous ai présenté dès le début de la séquence sur le pilote automatique de bateau. En termes de méthodologie de résolution, on va suivre 6 étapes, dont certaines récurrentes, pour réussir à aboutir à nos fins. Première étape, on va modéliser le système. Modéliser le système, ça veut dire quoi? Ça veut dire éventuellement faire un schéma d'architecture, c'est-à-dire un schéma cinématique, mais non pas minimal, mais faisant apparaître l'ensemble de toutes les liaisons, vous savez. Et surtout, on va essayer de se concentrer sur le fait de faire un graphe de structure pour voir clairement quelles sont les actions mécaniques qui arrivent. On va les afficher, les actions mécaniques, sur ce graphe de structure. Donc graphe de structure et graphe de liaison, je vous rappelle, c'est la même chose. Ce sont les ronds reliés par des arcs. Sur les arcs, on indique le nom des liaisons, et les ronds sont les classes d'équivalence cinématique reliées entre elles par la liaison représentée par l'arc. Une fois qu'on a fait notre modèle, on va analyser notre système. Est-ce que j'ai un problème plan? Est-ce que c'est un problème spatial? Quels sont les inconnus? Quelles sont les infos de départ? Quels sont du coup les inconnus que je vais chercher à déterminer? Quelles sont les infos de départ que je maîtrise? On va essayer, et c'est là le plus dur, et souvent vous êtes guidé dans cette partie-là, mais pas toujours, on va essayer de réfléchir à la stratégie d'isolement. Et on ne va jamais isoler le bâti, parce que le bâti il peut encaisser des efforts infinis, donc on n'isole jamais le bâti. On va choisir un solide ou un ensemble de solides à isoler, on va déterminer les équations utiles. Est-ce que j'ai besoin de toutes les équations? En fait, rarement. Souvent, je peux travailler que sur une composante de la résultante ou un moment précis. Donc on va déterminer quelle composante je veux et du coup en déduire l'équation qu'on veut. Je vous rappelle, le PFS c'est une équation de torseur, c'est-à-dire 2 équations de vecteurs, c'est-à-dire dans l'espace 6 équations scalaires. J'ai peut-être besoin que d'une seule des 6 équations. Peut-être de 2, mais peut-être que d'une seule, j'en sais rien. Et je regarde donc si j'ai un axe de projection à retenir à partir de la détermination des équations utiles. Une fois qu'on a fait ça, on a décidé des isolements qu'on allait faire. Je sais quelle pièce je veux isoler, puis quelle autre. Je fais le bilan des actions mécaniques extérieures pour l'isolement dans lequel je suis. C'est pour ça qu'il y a une flèche derrière là. Parce que ça, on va le répéter autant de fois que nécessaire pour déterminer la solution de notre problème. J'écris les torseurs. Attention au point de réduction. Je réfléchis à où est-ce que j'exprime. Et je paramètre les inconnus. Les inconnus de liaison, comme tout à l'heure on avait fait. Je vous rappelle, par exemple, si je reprends la feuille de l'autre vidéo, ben ici j'ai des inconnus de liaison, j'ai donné un nom à mes inconnus de liaison, j'ai paramétré déjà mon problème, en partie. J'applique le PFS à l'ensemble que j'ai isolé. J'utilise le théorème de la résultante, peut-être oui, peut-être non, ça dépendra de ce que je cherche. Le théorème du moment, peut-être oui, peut-être non, ça dépendra de ce que je cherche. Et enfin, je résous le problème. En tout cas, je résous cette étape-là du problème. Et si ça me donne juste une partie des équations nécessaires, alors je recommence avec un autre isolement pour réinjecter mon résultat dans un nouveau système d'équations et finir par obtenir le résultat que je voulais à la fin. Donc, on va reprendre cet exercice qui est dans votre poly et on va le résoudre ensemble. On va y aller étape par étape. Le modèle statique, il comprend les infos suivantes. Donc, je répète ce qui est marqué. L'eau, elle exerce une action mécanique sur le gouvernail, modélisée globalement par une force s'appliquant au point P. D'accord? Donc, le point P, il n'apparaît pas, mais il est ici. Tel que j'ai F de O sur 1 est égal à moins FE suivant X1. Donc, c'est-à-dire que je vois que ma force, elle pousse par là. D'accord? À l'intérieur du vérin, j'ai un fluide sous pression. D'accord? Qui exerce une action mécanique sur le corps du vérin 3 ainsi que sur la tige du vérin 2 d'intensité Fp, donc force de poussée, qui est égale à S, la section du vérin, fois delta P, la pression dans mon vérin. Je pousse mon vérin de chaque côté. L'action de la pesanteur sur les solides 2 et 3 est négligeable, donc je néglige la pesanteur sur le vérin. Par contre, sur les ensembles 1 et 0, ils sont soumis à l'action de la pesanteur. Masse M0 pour le solide 0, masse M1 pour le solide 1. Et les liaisons sont supposées parfaites. Ah ok, ça veut dire que j'ai pas de frottement. Donc tout ce qui est cône de frottement, coefficient d'adhérence, on oublie. Voilà. Donc, j'ai les données de mon problème. J'ai le repère lié au bateau, j'ai le repère lié au gouvernail 1. En fait, il y a un angle alpha qui est constant. D'accord. J'ai mes paramètres géométriques. Bref, et on cherche à régler notre problème quand j'ai alpha égale bêta et que ces deux angles sont constants. Il n'y a plus rien qui bouge. D'accord?
Ok, donc on est dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que du coup, alpha égale bêta, ça veut dire que x2 égale x1. Ok? Je modélise mon système. J'ai déjà le schéma cinématique. Je fais ma figure plane, ça c'est pour faciliter les projections. Et je fais le graphe de structure ou graphe de liaison en faisant apparaître les actions mécaniques extérieures. Et je rappelle les liaisons qui existent. Je donne au passage les torseurs des actions mécaniques que je connais déjà. On en a parlé. Le vérin, enfin le fluide sur le vérin, la pesanteur, l'eau sur 1. Et la pesanteur sur 1. Sur le bâti, on ne le représente pas. De toute façon, on a dit on n'isolera jamais le bâti. On va analyser. Analyser un modèle statique, c'est quoi? C'est d'identifier les paramètres d'entrée et de sortie. Donc, qu'est-ce que je veux déterminer dans mon problème et qu'est-ce que je connais déjà? Qu'est-ce que je connais déjà? On va considérer que c'est l'entrée. Qu'est-ce que je veux déterminer? Ça va être la sortie. Et dans le cas d'une chaîne fermée, bon, ici c'est le cas, on va rechercher les ensembles soumis à seulement deux forces. Vous savez pourquoi? C'est pour pouvoir dire, ah bah du coup, je connais la direction de l'application de cette force et je sais qu'elles sont de même norme et de sens opposé. C'est le problème des solides ou des ensembles de solides soumis à seulement deux forces, ou des fois on dit seulement deux glisseurs. L'action transmissible par une liaison parfaite ayant les 3 degrés de liberté en rotation est nécessairement une force. Ça c'est quoi? C'est pour rappeler que dans une rotule, si je me place au centre de ma rotule, 3 degrés de liberté en rotation, et bien du coup c'est forcément une force que ma rotule transmet. Et ici, si on le souligne, c'est parce qu'on a le cas ici et là. Donc l'ensemble 2, 3 est soumis à seulement deux forces. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? En entrée, on a l'action du fluide. Bon, ça, en fait, c'est ce qu'on va vouloir déterminer. D'accord? Mais c'est l'entrée de mon mécanisme. Et en sortie, j'ai l'action de l'eau et de la pesanteur sur mon gouvernail. Le graphe, il possède une boucle. C'est une chaîne fermée. Les actions transmises par L03 et L12, ici et là, ce sont des sphériques. Donc, l'isolement de 2, 3, ça me donne seulement deux forces. Ça, c'est ce qu'on avait déjà fait. Je vous le rappelle, quand j'isole 2 et 3, j'ai la force de 1 sur 2 et la force de 0 sur 3. Donc, on va pouvoir écrire ça. Cet ensemble, il est à l'équilibre. J'applique le PFS et ça va me permettre de dire que j'ai la force du vérin suivant x2 dans l'action de 0 sur 3 et moins la force du vérin suivant x2 pour l'action de 1 sur 2. J'ai l'un qui est égal à moins l'autre et je sais que c'est suivant x2 parce que si j'isole, je vois que je n'ai que deux forces. Donc, ces deux forces, elles s'appliquent dans la direction des points d'application, donc c'est-à-dire CB, donc suivant x2. Et après, j'ai la force du vérin. De 3 sur 0, on a considéré que c'était de 0 sur 3, pardon, je ne me rappelle plus. Le signe, en fait, c'est nous qui le décidons au moment où on paramètre pour mettre force du vérin. Voilà, de 0 sur 3, on considère que c'est la force du vérin suivant x2. Et de 1 sur 2, moins la force du vérin. C'est parce qu'on préjuge de la direction, en analysant le système tout simplement. Maintenant, mettre en place la stratégie d'isolement, ce qui est peut-être et certainement le plus dur. Pardon, je suis en train de me décentrer. Le graphe de liaison présente une chaîne fermée. Afin de déterminer la relation entre l'action du fluide et l'action de l'eau, on pourrait se dire, on va isoler 1 et 2. D'accord? Seulement, il n'y a pas de domaine de validité commun dans les torseurs cinématiques, ni de degré de liberté commun entre 0,1 et 3,2. C'est-à-dire que si j'isole, là, hop, je reprends ça, entre 3,2 et 2,1, ici, on voit que ça va pas être pratique. Pourquoi? Parce que je vais pas réussir, j'ai pas de domaine de validité commun, donc je vais pas réussir à faire apparaître les actions mécaniques qui m'intéressent. Elles vont pas apparaître dans mon problème si je fais ces isolements-là. Bon, vous verrez, là c'est peut-être un peu obscur pour vous, mais ça va s'éclaircir avec les exercices après. Donc, on va essayer de résumer. On peut, sur un mécanisme à chaîne fermée, chercher à suivre la chaîne fonctionnelle pour déterminer les isolements à réaliser. Je pars de ma source d'énergie et je vais vers la sortie. On cherchera à ne pas faire apparaître les paramètres statiques des liaisons si on ne les cherche pas dans le problème. Si j'ai des inconnus de liaison et que je veux pas les faire, et que je ne veux pas les faire apparaître, alors que je ne veux pas les déterminer, alors je vais éviter de les faire apparaître. Sinon, ça va me créer des complications dans mon problème.
Ici, la chaîne fonctionnelle de transformation de mouvement est la suivante. Le débit de fluide augmente le volume de la chambre. Le piston 2 se translate par rapport au corps du vérin 3. Le piston 2 pousse alors sur le gouvernail 1 et celui-ci pivote autour de l'axe ou, dans notre cas, maintient le gouvernail dans la position. Donc notre stratégie d'isolement, ça va être quoi? Dans un premier temps, on va isoler l'ensemble 2. D'accord? On va utiliser le théorème de la résultante suivant x. Pourquoi? Parce que ici, en isolant 2, je vais faire apparaître l'action du fluide sur 2. D'accord? Suivant x5 égale à x2, hein, je répète. Je vais faire apparaître l'action du fluide sur 2 et en même temps l'action de 1 sur 2. Dans un deuxième temps, je vais isoler le solide 1. En isolant le solide 1, je fais intervenir l'action de 2 sur 1, mais qui est égale à moins l'action de 1 sur 2. Donc, je vais avoir le lien entre le fluide ici et 1 sur 2. Et ici, je fais intervenir 1 sur 2, donc finalement le fluide, l'eau, la pesanteur et l'action de 0 sur 1. Donc, je vais pouvoir obtenir l'ensemble des infos dont j'ai besoin. Pourquoi est-ce qu'ici on met qu'on va isoler 1? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on va utiliser le théorème du moment en A ou en O suivant Z0? Parce que comme on a un pivot d'axe A, Z0, je n'ai pas d'inconnu de liaison au niveau du moment en A suivant Z0 entre 0 et 1. Donc je ne vais faire, puisque je n'ai pas d'inconnu de liaison ici, je vais faire intervenir la pesanteur, pas de problème, l'eau, pas de problème, 2 sur 1 que j'ai déjà relié à l'action du fluide, donc c'est bien ce que je voulais faire. Donc j'ai dit j'isole 2, donc je fais le bilan des actions mécaniques sur mon solide 2. Pour recenser les actions mécaniques extérieures, j'utilise mon graphe de structure et j'entoure ce que je veux isoler. À chaque fois que le trait qui entoure coupe une flèche, ça correspond à une action mécanique extérieure. D'accord? Chacune des actions mécaniques, je vais la modéliser par un torseur. Ici, j'ai l'action de la liaison rotule de 1 sur 2, du fluide sur 2 et du pivot glissant entre 3 et 2. D'accord? Ce qui me donne de 1 sur 2, moins FV. Alors pourquoi moins FV? Ça, c'est parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Quand j'isole 2 plus 3, je vois que je n'ai que 2 actions mécaniques. Et du coup, c'est la force du vérin, d'accord? J'ai la force du fluide sur 2. Et j'ai les inconnues de liaison de 3 sur 2. Voilà, j'ai fait mon bilan des actions mécaniques extérieures. Je peux maintenant poser le PFS sur mon solide 2. J'utilise le théorème de la résultante statique, c'est-à-dire que j'ai la résultante statique de 3 sur 2, scalaire x2. Pourquoi on met scalaire x2? Parce qu'on va projeter sur l'axe du pivot glissant pour faire disparaître y32 et z32 qui ne nous intéressent pas. Et on voit qu'on va pouvoir trouver le lien entre la force du vérin, finalement, FV, et puis la pression fois la section. On trouve quelque chose qui paraît évident, mais on le retrouve au final. Je fais ma somme projetée sur x2. Ce qui me donne que la force du vérin est égale à la section fois le delta P. D'accord? Maintenant, deuxième isolement. J'isole 1. Je fais le bilan des actions mécaniques extérieures. J'ai 4 actions mécaniques. La sphérique, l'eau, la pesanteur, 0 sur 1. J'exprime mes torseurs d'actions mécaniques. 0 sur 1, un pivot. D'accord? 2 sur 1, ou moins, c'est égal à moins 1 sur 2. Ça, je viens de le déterminer, donc je fais apparaître ma pression ici. La pesanteur, je la traduis au centre de gravité, donc en G, mais en fait, ça va être valable pour tout point appartenant à GZ0, puisque je ne créerai pas de moment sur tout point si le vecteur position est coaxial, quoi, à la résultante. Et torseur de l'action de l'eau sur 1, moins FE, ça c'est la définition de mon problème qui me donne ça. Je fais maintenant le théorème du moment statique en A en projection sur Z0. Donc là, je vais projeter sur Z0, mais ce que j'ai besoin, c'est de savoir calculer les moments en A. Or, pour le moment, les moments, je les ai en B, en G, en P. D'accord? Donc, je vais faire varignon. Alors ici, on a fait un varignon directement projeté suivant Z0, d'accord? Mais j'obtiens mes différents moments. Ça, je vous conseille de ne pas recopier bêtement, mais essayez de le faire par vous-même pour vous entraîner à faire varignon, c'est-à-dire changement de point de réduction, babar, comme vous voulez, pour obtenir le moment, tous les moments en A. Et du coup, je vais pouvoir maintenant appliquer le théorème
du moment statique suivant l'axe Z0 en A sur 1. PFS sur 1, équation du théorème du moment statique en A projetée sur Z0. Ça me donne quoi? Ça me donne, je fais la somme de tous les moments que j'avais calculés, ce qui me donne delta P est égal à B sur AS fois FE. J'ai donc la pression en fonction des paramètres géométriques et de la force que l'eau applique sur mon gouvernail. Alors cette relation, elle n'est vraie que pour alpha égale bêta et pour le système en position fixe, mais c'est bien ce que je cherchais dans notre cas de figure. Un dernier point de vigilance, et après c'est fini, je vous promets, vous pourrez vous reposer. Le choix préalable des unités de longueur et des unités d'effort sont importants. Si j'ai des longueurs en millimètres et que j'ai des forces en newton, ça me donne des moments en newton millimètre. Le plus pratique quand même, le plus souvent, c'est d'écrire les résultats en newton-mètre pour le moment, mais on peut aussi trouver des déca-newton-mètre, c'est-à-dire 10 newton-mètre, ou des milli-newton-mètre, c'est-à-dire 10-3 newton-mètre. Donc attention aux unités, et un moment ou un couple, c'est bien des newtons fois des mètres, et non pas divisé par des mètres. Donc des newtons fois des mètres, ça me donne l'unité d'un moment. Voilà, maintenant, il faut faire du TD, il faut vous entraîner, et essayer de faire par vous-même pour progresser.